Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette table ronde de la 6e session du MOOC Impact dédiée aux problématiques de santé et sécurité au travail. Nous sommes ensemble pour quelques minutes afin de pouvoir répondre à certaines des questions que vous nous avez posées via le forum en amont de cette table ronde. Avant de commencer, je vous propose de faire un tour de table afin que chacun puisse se présenter et dire à quel titre finalement il participe à cette discussion aujourd'hui. Donc honneur aux dames. Alors donc, je suis Odile Davreux, donc je co-dirige le cabinet Resecoum. Nous sommes spécialisés dans le management des hommes et des organisations. Et donc là, je vais être tutrice dans ce module pour le MOOC. Merci. Patrick Hay, donc je suis ingénieur conseil à la CARSAT de Bretagne, à la direction des risques professionnels, et j'ai notamment en charge tout le suivi du partenariat avec l'enseignement supérieur. Alors comme nos apprenants ne sont peut-être pas forcément familiers de nos acronymes, CARSAT. La Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, ex-CRAM, pour ceux qui avaient encore cette appellation-là éventuellement en tête, les plus anciens. Merci. Je suis Jean-Paul Leroux, je suis à l'INRS en charge d'encourager les écoles d'ingénieurs à développer des enseignements en matière de santé et sécurité au travail. Et avant, j'ai vécu une expérience en entreprise sur des postes techniques. Donc même chose, même si les élèves vont le découvrir à travers le MOOC, INRS. Institut national de recherche et de sécurité. Merci beaucoup. Donc, je suis Sarah Gaffari, vous m'avez peut-être vu, et vous nous avez peut-être vu les uns et les autres dans des petites vidéos. Donc, je suis enseignant-chercheur à l'IMT Atlantique et plus particulièrement en sociologie, d'où mon intérêt pour ces problématiques de santé et sécurité au travail. Donc, nous, on s'est présenté. Et bien maintenant, je voudrais aussi vous dire quelques mots de qui vous allez côtoyer pendant ce MOOC et donc vous présenter en quelques chiffres que vous avez eu l'amabilité de nous fournir, sur qui vous êtes vous-même. Donc, à l'heure où je vous parle, normalement, vous êtes à peu près 2066 inscrits à cette 6e session du MOOC, dont 1166 qui l'ont été à l'initiative de leurs établissements. Je pense ici aux élèves ingénieurs, qui représentent donc la majorité de nos effectifs. Et donc, lorsque je parlerai des différents apprenants, j'exclurai prioritairement ces étudiants-là qui n'ont pas eu tellement le choix de venir dans ce MOOC, puisque c'est une obligation pour eux. On reviendra aussi justement sur ce caractère obligatoire. Donc, si on regarde ceux qui ne sont pas des élèves ingénieurs, vous êtes plutôt des hommes, comme les années précédentes, puisque ce sont 66% des apprenants qui sont de sexe masculin, avec plutôt des personnes en âge de travailler, puisque vous êtes 17% à avoir entre 25 et 54 ans, j'ai compté large, hein, le temps d'activité. Et là, j'exclus bien sûr les 18-24 ans, puisque à eux seuls, on a les élèves ingénieurs dont je parlais tout à l'heure, et du coup, ça représente 82%. Donc, on voit un peu que juste après ces 82%, ce sont plutôt les 25-54 ans. Si on regarde du point de vue de votre niveau d'études, vous êtes plutôt autour d'un niveau de Bac plus 3, avec 32% d'apprenants qui déclarent une licence, et puis 21% qui déclarent avoir un niveau de master. Donc, si on corrèle ça avec l'activité professionnelle, on peut supposer que ce sont des gens qui sont plutôt en position de responsabilité pour la plupart. Et puis, justement, si on regarde du côté de la catégorie professionnelle et sociale, on constate que, si j'exclus mes élèves ingénieurs qui conduisent à la surreprésentation du statut d'étudiant, 81%, alors juste après, on a plutôt des personnes qui se déclarent en tant que cadres et professions intellectuelles, donc pour 11%. Ensuite, si on s'intéresse un peu à vos aspirations par rapport à ce MOOC, on constate que certains d'entre vous déclarent avoir déjà quelques connaissances en santé et sécurité au travail, 29%, et donc viennent peut-être avec le but d'approfondir ces connaissances. Ce qui expliquera aussi les degrés différents de questionnement qu'on a pu avoir. Et 9%, vous êtes 9% à les utiliser de temps en temps dans votre travail. Et puis, lorsque on vous a interrogé sur les motivations pour suivre ce MOOC, assez drôlement, on constate que les raisons qui vous conduisent à vous inscrire sont les mêmes d'une session sur l'autre, à savoir, pour 41% d'entre vous, pouvoir analyser les risques d'un projet, et pour 52% d'entre vous, avoir une première approche en santé et sécurité au travail. Donc, ce sont vraiment les deux objectifs prioritaires qui reviennent systématiquement d'une session à l'autre. Et puis, si on devait conclure rapidement sur votre participation à ce MOOC,
même si c'est en décroissance, on constate que vous êtes encore 54% pour qui c'est le premier MOOC auquel vous participez. Et donc, on espère que celui-ci vous donnera toute satisfaction. Et pour ceux qui ont déjà suivi un MOOC jusqu'au bout, ce qui est déjà un exploit en soi, ben on espère que celui-ci ne déméritera pas et que vous irez jusqu'au bout de l'exercice. Voilà donc un peu qui nous sommes, qui vous êtes, et puis ben maintenant, place aux questions que vous nous avez posées. Donc, plutôt que de les reprendre une par une en détail, on s'est mis d'accord pour plutôt traiter de la thématique qui était abordée à travers ces questions. Et notamment, l'une des premières questions qui nous a semblé importante de pouvoir discuter aussi ici, c'est la question de l'évolution du droit du travail avec la loi El Khomri, puis les ordonnances qui ont été mises en place récemment, et de se demander comment vous vous êtes demandé comment ces évolutions du droit du travail pouvaient aussi avoir un effet sur les problématiques de santé et sécurité au travail. Et du coup, j'ai envie de m'en remettre à vous, nos experts, pour que vous nous fassiez part, alors peut-être pas de certitude, parce que parfois on peut être dans les questionnements, mais plutôt de voir ce que ça préfigure en termes de santé et sécurité au travail dans les années à venir. Donc, peut-être démarrer par la loi oui. El Khomri, qui a effectivement fait évoluer un certain nombre d'éléments, et notamment tout ce qui touche à la visite médicale d'embauche, donc c'est la visite qui va permettre au médecin du travail de définir si un salarié est apte ou pas à exercer ses activités sur son futur poste de travail. Et cette visite médicale d'embauche, elle était maintenant limitée aux salariés qui vont exercer des postes dits à risque. Prendre un exemple, c'est les risques liés aux produits chimiques dangereux, par exemple, les produits cancérogènes. On peut aussi évoquer des risques liés, par exemple, aux chutes de hauteur sur certains équipements, je pense au montage d'échafaudage, par exemple. Donc là, si des salariés sont effectivement positionnés sur ces postes-là, donc dits à risque, ils vont continuer à bénéficier d'une visite médicale d'embauche qui sera réalisée par le médecin du travail. C'est plus le cas pour tous les autres salariés qui sont donc sur des postes qui ne seront pas considérés comme étant à risque. Là, tous ces salariés vont suivre une visite d'information et de prévention qui est réalisée par un professionnel de santé, et pas forcément le médecin du travail. Ça peut être un infirmier, ça peut être un interne en médecine du travail. Donc voilà, la question qui va être posée, c'est la question évidemment de leur santé, leur état de santé à ces salariés, et on va également leur donner une information sur les risques sur lesquels qu'ils vont découvrir au niveau de leur poste de travail. On va leur délivrer une attestation, mais plus une fiche d'aptitude ou d'inaptitude, qui elle est réservée donc à cette visite médicale d'embauche. Voilà en gros, en quelques mots, les évolutions de la loi El Khomri, qui de fait également vont donner une fréquence moins importante aux visites médicales. Et les salariés vont être vus moins régulièrement que par le passé. alors on y reviendra parce que ça pose aussi la question de, finalement, il faut que le risque soit identifié pour faire l'objet d'une visite. Comment on fait émerger les nouveaux risques? Mais on y reviendra à travers les évolutions tout à l'heure. Merci. Il va y avoir également une différence quant à la représentation du personnel, puisque aujourd'hui dans les cours, vous allez voir, on va parler en tant qu'acteur du CHSCT, le comité d'hygiène, santé et sécurité. Et là, ces instances vont changer, il va y avoir moins d'instances représentatives, donc il y a beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse à ce jour, pour l'instant, sur ce que ça va donner, mais un resserrement en tout cas des instances représentatives du personnel et des changements d'acronymes également. Et donc certainement une redistribution des rôles et des missions, on peut imaginer. Tout à fait. Sans en être sûr. Tout à fait, ouais. D'accord. Ouais. Je crois qu'il est important aussi de souligner que fondamentalement, le Code du travail, dans ses fondamentaux, l'exigence, l'obligation de résultat est totalement conservée, aussi bien que ce que vous repérez aussi, les principes généraux de prévention. Ça, ce sont des outils qui restent. Donc, au niveau des entreprises, on peut penser que finalement, les démarches qui sont engagées se maintiendront, voire pourront progresser. C'était un point qui paraissait important de souligner. Alors, progresser de la même manière pour toutes les entreprises parce que une des questions qui s'est posée, c'est aussi ces évolutions vont-elles toucher de la même manière les petites et les grandes entreprises? On parlait du CHSCT, dans certaines entreprises, il n'y en a pas, donc cette évolution, ce sera peut-être plus invisible.
Peut-être que des entreprises de petite taille ont des problématiques de risque plus importantes avec des visites. Donc voilà, est-ce que finalement les évolutions que vous voyez poindre dans les années à venir vont avoir des effets identiques selon les tailles d'entreprise? Et d'ailleurs, est-ce que la problématique de santé et sécurité au travail est la même, quelle que soit la taille d'entreprise? Si on revient au niveau du droit du travail et des évolutions récentes, ce qu'on peut dire, c'est qu'il va y avoir la création, a priori, donc dans les ordonnances c'est prévu comme tel, d'une commission santé, sécurité, conditions de travail. Et cette commission, qui va être une commission d'un comité économique social et économique, qui va être présent dans les entreprises, cette commission ne sera présente que pour les entreprises de plus de 300. Donc ça déjà, voilà une différence. Aujourd'hui, un CHSCT, c'est pour un seuil de 50 personnes. Demain, cette commission sera pour un seuil de 300 personnes, sauf effectivement si l'inspecteur du travail notamment décide qu'il est bon d'avoir cette commission dans les entreprises en question en fonction des risques qui vont être rencontrés. Donc voilà une première évolution, j'oserais dire, à la fois du droit du travail et qui impacte différemment des entreprises selon la taille. Mais bon, sinon, de manière globale, ce qu'on peut dire, c'est que l'obligation que rappelait Jean-Paul Leroux est une obligation qui vaut quelle que soit la taille de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise doit être garant quelque part de la santé et de la sécurité de ses salariés, quelle que soit sa taille. Alors après, c'est les modalités de mise en œuvre qui vont être différentes, évidemment, entre une entreprise, une TPE par exemple de 10 personnes et une entreprise faisant partie d'un groupe de plusieurs centaines, voire milliers de personnes. On ne va pas effectivement mettre en œuvre les mêmes outils, les mêmes moyens, les mêmes ressources, mais l'obligation au final reste la même. On a toujours une obligation dite de résultat. Il faut éviter les accidents et les maladies professionnelles. Et la prise en compte des enjeux donc de santé et sécurité au travail sont a fortiori d'autant plus importants sur les toutes petites entreprises, même si l'organisation en tant que telle autour de la santé et sécurité est moins formelle. Les enjeux à prendre en compte sont d'autant plus importants qu'on a peu de salariés, puisqu'on comprend aisément qu'un salarié manquant tout de suite a un impact direct sur la production et donc sur les enjeux économiques de l'entreprise. Alors même que c'est peut-être ces entreprises-là qui ont le moins de capacité ou de marge de manœuvre pour le mettre en œuvre. Donc ça peut être un peu compliqué. Oui, c'est d'autant plus compliqué que les moyens qu'ils y accordent passent parfois en second plan, alors que les enjeux sont de tout premier ordre. D'accord. Moi, j'insisterai sur l'état d'esprit qui doit régner dans l'entreprise. Outre finalement ces obligations de représentativité, c'est vrai que mon expérience de terrain m'a montré que dans des entreprises où on ne voulait pas réellement fonctionner, échanger, associer les salariés aux discussions, dans le cadre des CHSCT, c'était purement formel. Alors que dans les entreprises où on a voulu construire des choses, une démarche, ça fonctionnait parfaitement. Donc ces instances représentatives permettent de faciliter les choses, mais ça ne fait pas tout. J'insiste sur l'état d'esprit de l'équipe de management, et en l'occurrence, vous, pour un certain nombre de futurs acteurs, futurs ingénieurs, vous avez aussi un rôle à jouer dans l'instauration finalement d'un discours, d'un dialogue, d'échange avec finalement les salariés. Alors du coup, puisqu'on parle des managers, j'ai envie de parler de la responsabilité des acteurs dès maintenant, qui est une question qui a été posée par certains de nos apprenants, qui vous demandiez finalement si un accident ou un incident arrive dans l'entreprise, qui est responsable? Est-ce que c'est le responsable de site, le responsable de l'établissement, le management, l'opérateur lui-même? Finalement, peut-être qu'on peut rebondir par rapport à ce que disait Jean-Paul Leroux sur cette question de la responsabilité des différents acteurs au sein des organisations. Si on est purement sur un enjeu juridique, j'oserais dire, au travers de la question qui est posée, il est clair que la personne qui est aujourd'hui en charge de la prévention des risques professionnels, qui doit être garante de la santé des salariés dans l'entreprise, c'est le chef d'établissement. Le Code du travail vise le chef d'établissement. Donc si l'accident, par exemple, est consécutif à une infraction au Code du travail, c'est le chef d'établissement qui sera, du point de vue du Code du travail, concerné. Maintenant, si l'accident a eu lieu, et notamment s'il est grave, le Code pénal va également s'appliquer. Le juge pourra aller chercher les responsabilités. Et là, pour le coup, la responsabilité de tous les acteurs. D'un point de vue du Code pénal, il n'y a pas
unicité, j'oserais dire, de responsabilité. Et donc, dans l'ensemble des acteurs, ça va être en fonction évidemment de leur lien avec l'accident, mais le manager sera certainement un des acteurs qui va être en tout cas questionné autour de la survenance de l'accident dans son équipe, dans son atelier. L'opérateur peut-être lui-même, s'il a occasionné des risques particuliers vis-à-vis de son collègue de travail et qui ont donc avec en conséquence finale un accident du travail. Donc d'un point de vue du code pénal, l'ensemble des acteurs est potentiellement concerné. Ça c'est important et c'est vrai que l'un des enjeux pour les managers aujourd'hui, c'est évidemment un enjeu d'abord social, c'est aussi un enjeu économique, on l'a évoqué pour les entreprises, mais c'est aussi un enjeu de son point de vue, enfin, pour lui en tout cas, en termes de responsabilité pénale potentielle. Hein. Donc il y a effectivement un intérêt important de ce point de vue-là à mettre en œuvre des démarches de prévention, efficaces. Quoi. En termes de prévention, c'est à tous les niveaux que chacun va porter la prévention en santé et sécurité. Bien entendu, c'est un projet d'établissement, hein, c'est ce que disait Jean-Paul tout à l'heure, ça doit être porté par l'entreprise et par le chef d'entreprise, mais ensuite toute la ligne hiérarchique est complètement le relais de cette mise en œuvre de la politique de prévention. Et donc les managers à tous les niveaux vont organiser des espaces de discussion pour permettre de discuter du travail, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Il n'y a pas d'un côté l'économique et puis de l'autre le social. On relie bien sur la santé, sécurité, les enjeux économiques et sociaux. Il n'y a pas de dichotomie. Donc c'est bien les managers qui vont porter cette responsabilité-là auprès des opérateurs. D'accord. Je reviendrai simplement sur l'intitulé du MOOC. On a appelé MOOC Impact justement pour sensibiliser vous apprenants à cette question. Quand vous êtes amené à prendre une décision en entreprise, vous devez vous préoccuper de l'impact potentiel sur la santé et sur le travail. Donc c'est aussi une question de responsabilité, c'est très clair. Et effectivement, quand il y a un pépin sérieux dans une entreprise, on voit en fait quelle est la chaîne de décision, qui était là au moment justement de ces décisions, voire au niveau par exemple des travaux d'été, ça m'est arrivé, un pépin sérieux pendant les travaux d'arrêt d'usine, l'ingénieur responsable maintenance, il est en première ligne. Et là, quand la police vient pour faire son enquête, elle interroge qui ? En fait, l'ingénieur qui est en place. Et ça m'est arrivé il y a quelques années. Donc de toute façon, à partir du moment où on prend des décisions, on a bien évidemment des responsabilités sur le plan pénal par rapport finalement aux questions de santé et de sécurité au travail. D'accord. Donc là, on était autour de l'accident, finalement, qui est responsable. Mais aujourd'hui, et ça transparaît dans les questions qui ont été posées, la préoccupation qui semble émerger, c'est aussi celle autour de la qualité de vie au travail. Des questions ont été posées sur les risques psychosociaux, sur les burn-out, en se demandant, d'ailleurs, comment est-ce que le burn-out pouvait être reconnu comme une maladie professionnelle, donc peut-être des situations à risque. Et tout ça nous a amené à nous poser la question de, mais finalement, à travers toutes ces questions, qualité de vie au travail, burn-out, etc., est-ce qu'on peut voir se dessiner une évolution ou des évolutions des problématiques de santé et sécurité au travail au sein des entreprises? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans la poursuite de ce qui existait? Est-ce qu'il y a des évolutions? Pourquoi finalement on parle plus aujourd'hui de qualité de vie au travail que de sécurité au travail, par exemple? Ça pourrait être le point d'accroche pour vous inviter à nous répondre. Ce sont des évolutions qui ne datent pas d'hier, en fait. Hein. C'est vrai qu'en 50 ans, voire plus, il y a eu beaucoup de changements, à la fois dans les entreprises et dans la manière dont on aborde la question des risques professionnels. C'est clair qu'on est passé d'une culture plutôt de sécurité dite technique. Il fallait des carters sur des machines, il fallait des garde-corps en toiture pour éviter de tomber. Il en faut encore. Hein. Mais on est aussi passé maintenant de plus en plus dans une logique d'approche autour de la santé. Et maintenant, effectivement, on aborde la question sous l'angle plutôt de la qualité de vie au travail, du bien-être au travail, avec une approche qui est à la fois une approche plus globale, on n'est plus que sur un considérant technique, on englobe des déterminants qui sont à la fois des déterminants techniques, bien sûr, mais aussi humains, aussi organisationnels, hein, quand on aborde des questions comme la prévention des risques psychosociaux, par exemple, il n'y a pas beaucoup de technique derrière tout ça. Et on est aussi peut-être dans une approche autour de la qualité de vie au travail, qui est une approche peut-être un peu plus positive
de la problématique. On ne travaille pas sur les risques présents, enfin en tout cas pas seulement, on travaille aussi pour faire en sorte que voilà, on travaille mieux, on vit mieux son travail, quelque part. On vit mieux sous l'ensemble le travail sous l'ensemble de ses composantes, y compris autour de sa santé et des risques qui sont présents dans l'entreprise. Donc effectivement, des évolutions bien marquées ces dernières années. D'accord. Alors, c'est vrai que tout au long du MOOC, on va parler de la santé et on va reprendre la définition de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, sur la santé, qui est un état de bien-être physique, mental et social. Donc, on voit bien au travers de ces 3 dimensions que ce n'est pas juste le physique, d'une part, et elle continue cette définition en disant que ce n'est pas une absence de maladie. Et que c'est une construction, ça ne se borne pas à une absence de maladie et que c'est aussi une construction dans l'entreprise. Donc on va prendre tous ces volets-là et c'est effectivement une évolution par rapport, il n'y a pas que la santé physique, la santé c'est bien autre chose et ça va effectivement sur comment je peux faire mon travail en toute sécurité pour rester en santé. Tout ça, toutes ces problématiques sont vraiment très liées. Et quand on parle QVT, donc qualité de vie au travail, ou risques psychosociaux, c'est les 2 faces d'une même pièce. On va regarder exactement les mêmes déterminants du travail. Qu'est-ce qui fait que je peux faire mon travail en toute sécurité ou pas. Donc on va rentrer complètement dans l'ensemble de ces dimensions-là. D'accord. Ouais. Vous serez amené à regarder, à rechercher en fait les évolutions en matière de résultats. Vous pourrez constater que c'est effectivement sur 30 ou 40 ou 50 ans, on a eu une évolution intéressante et positive finalement en matière d'accidents, puisque en fait, si on reprend les statistiques de 1950 ou 55, on avait quasiment 12% des salariés dans une entreprise qui étaient victimes d'un accident du travail dans l'année. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 3%. Donc il y a effectivement des progrès sensibles. Opérer. Et puis, en matière de santé au travail, vous voulez pouvoir constater aussi qu'en matière de maladie professionnelle, il y a eu une évolution plutôt défavorable sur les dernières années, quoique maintenant, la tendance est plutôt vers l'amélioration. Je voudrais aussi souligner peut-être quelque chose qui est intéressant, c'est dans l'évolution des missions de l'ingénieur, qui, il y a 20 ou 30 ans, était plutôt assez technique. Et aujourd'hui, le métier de l'ingénieur évolue vers quelque chose qui est plus de l'organisation, de l'animation d'équipe, de la gestion, de l'animation de projet, plutôt que finalement de remplir un rôle essentiellement technique. On voit une certaine évolution assez parallèle, finalement, de cette approche santé du travail et des missions de l'ingénieur. Et c'est en ça aussi que, finalement, les ingénieurs, les managers sont davantage concernés par les questions de santé et de sécurité au travail. Alors justement, par rapport à cette question de l'ingénieur concerné par les problématiques de santé et sécurité au travail, à quel moment de son travail ça peut intervenir? C'est-à-dire, est-ce que c'est lorsqu'il est en animation d'équipe? Est-ce que c'est lorsqu'il conçoit éventuellement des dispositifs technologiques? Parce qu'on espère que nos ingénieurs concevront des nouveaux dispositifs technologiques. Est-ce que c'est dans l'aménagement? Voilà. Est-ce que pour vous, il y a différents moments ou différentes missions sur lesquelles l'ingénieur peut avoir sa responsabilité? Ce qui est clair, c'est que c'est un axe de développement également ces dernières années, c'est qu'on est passé d'une démarche un peu curative, j'oserais dire, hein. On essayait d'améliorer les choses, voilà, les machines étaient présentes dans les ateliers, il fallait essayer de les améliorer pour qu'elles présentent moins de risques, à une approche qui est maintenant une approche beaucoup plus liée à la conception des choses, à la conception des machines, à la conception des produits, la conception des méthodes de travail, la conception des bâtiments. En fait, on travaille beaucoup à intégrer les problématiques de santé au travail dès la conception de ces éléments. Et là, l'ingénieur a toute sa place, l'ingénieur étude, l'ingénieur méthode, qui va donc concevoir à la fois, j'oserais dire, les produits, mais également la manière dont on fait les choses, la manière dont on va produire le travail, j'oserais dire. Il a toute sa place, cet ingénieur, pour intégrer ces questions de santé au travail dans son quotidien et dans le quotidien des gens avec qui il va travailler, pour qui il aura de l'influence dans les ateliers et dans les entreprises en général. Dans la partie animation d'équipe, bien entendu, il va jouer aussi ce rôle-là. Déjà, l'accord national interprofessionnel autour de la QVT, qui a eu lieu donc en 2013, mettait bien en évidence l'ensemble des partenaires sociaux ont demandé à ce qu'il y ait des espaces de discussion autour du travail qui soient mis en place pour la prévention des risques psychosociaux. Ça dit bien que ces espaces-là d'animation d'équipe, qui sont portés par l'ingénieur, manager d'équipe, sont très importants en matière de prévention. Donc ils vont jouer en amont et pendant le travail ce rôle de prévention. D'accord.
Vous allez aussi, dans le cadre de ce MOOC, découvrir une approche a posteriori qui est l'analyse d'accident. Et justement, c'est aussi notre volonté, c'est de vous faire vous démontrer, vous expliquer qu'effectivement, appréhender un accident, c'est remonter le plus en amont possible au niveau des causes et ne pas se contenter finalement de se limiter au moment des faits, une erreur de l'opérateur, un mauvais geste. Non, si vous remontez le plus en amont possible, vous avez interrogé la question d'investissement, de la conception, de l'organisation, du management. Et c'est aussi ça qu'on veut vous montrer, en fait, le message qu'on veut vous faire passer à travers les modules 4, 5 et 6 du MOOC. Donc il vous appartiendra bien de repérer des éléments qui peuvent ne pas être strictement techniques, ce qui répond à la question de l'un de vous qui se demandait si les risques psychosociaux pouvaient être pris en compte dans l'analyse de l'accident. Donc là, typiquement, on s'en remet à vous pour faire une analyse la plus détaillée possible. Une autre évolution sur laquelle éventuellement on pourrait revenir et se questionner en termes de santé et sécurité au travail, c'est celle de l'évolution de la société, de l'économie tout entière, qui passe d'une économie qui a été longtemps construite sur l'industrie, le secteur industriel, à quelque chose, on parle de transition du numérique, etc., plus organisée autour des services. Et la question qui a été posée par l'un des apprenants, et bien celle-ci, c'est de savoir, mais finalement, c'était l'exemple de la banque, comment est-ce qu'on réfléchit à ces problématiques de santé et sécurité au travail? Est-ce qu'on y réfléchit de la même... Enfin, est-ce que les questions se posent de la même manière, puisque le fameux accident technique dont on parlait tout à l'heure a peut-être moins de chances, quoique la chute est toujours possible, mais a peut-être moins de chances de se poser. Moi, je dirais que les fondamentaux restent les mêmes, en fait. Les obligations générales restent les mêmes. Les fondamentaux, en termes de prise en compte des problématiques, restent les mêmes. Après, évidemment, les risques vont être différents. Des déterminants vont être présents dans certaines activités, moins dans d'autres. Donc, c'est plus peut-être dans la manière dont on va traiter des choses qu'on aura éventuellement des différences. Une prévalence peut-être des problématiques d'ordre psychosocial qu'on va retrouver dans des activités de service, par exemple. Mais globalement, je crois qu'il faut avoir en tête qu'en fait, il n'y a pas d'activité sans risque, en fait. Il y a des activités qui ont des risques différents, mais les risques sont présents un peu partout. Et donc, il ne faut surtout pas distinguer de manière trop brutale ce qui relève d'un côté de l'industrie qui serait pleinement concerné, et l'autre secteur qui serait le secteur des tertiaires, des services, qui ne serait, lui, pas du tout concerné. On n'est pas du tout dans cette logique-là. Même s'il peut y avoir, du coup, peut-être une difficulté plus grande à appréhender les risques dans une entreprise plutôt dédiée au service, puisqu'on n'a peut-être pas le support matériel qui permet de voir rapidement, et on a peut-être moins d'accumulation de connaissances sur le sujet. Enfin, je ne sais pas, je vous soumets ça. Oui, alors c'est vrai que on va prendre les mêmes catégories de risques et analyser les mêmes catégories de risques dans l'industrie que dans le service. Alors bien entendu, le risque matériel dans le service va être moindre, va être moins fréquent. Mais à partir du moment où justement l'évolution fait qu'on prend le risque dès qu'il y a travail, il y a aussi une prévention des risques associés. Dans le tertiaire, tout le service, on va avoir cette partie-là et justement la prise en compte des risques psychosociaux et organisationnels, tout ce qui est lié à ça. Mais en évidence que oui, on va avoir moins de choses très techniques, mais on va avoir des situations qui sont très bien répertoriées et proposées pour aider les gens à reconnaître ces situations à risque, notamment sur l'accueil du public, par exemple, les situations où on est confronté à des violences potentielles externes, sur les guichets de banque, ça peut arriver, sûr, etc. Donc l'INRS propose des outils pour dépister ce type de situation, à répertorier un certain nombre de situations conduisant potentiellement à des risques. D'accord. Il faut aussi souligner que finalement dans le tertiaire, on rencontre aussi des risques finalement présents assez couramment, comme le déplacement de plein pied, comme la manutention. Et c'est vrai que moi, quand je suis face à des étudiants, je leur dis, j'ai un ami comptable, il a eu un accident de travail dans son bureau. Il s'est pris les pieds dans la moquette. Et voilà, c'est une réalité. Donc ça arrive aussi, effectivement, moins fréquemment que dans l'industrie, mais quand même, c'est une préoccupation qu'on doit avoir. Notamment l'approche autour des troubles musculo-squelettiques, que je pense qui sera vu dans le cadre évidemment de ce MOOC.
c'est une approche qui, pour le coup, est une approche partagée, enfin une problématique partagée sur l'ensemble des secteurs d'activité. Hein. On retrouve dans un certain nombre d'activités de services, hein, je pense à l'aide et soins à la personne, par exemple, hein, beaucoup de troubles musculo-squelettiques. Donc, voilà, donc, il n'y a encore une fois pas de distinction trop brutale à avoir entre ces deux catégories d'activités. On va retrouver, par exemple, un certain nombre de risques, comme le risque routier, hein, lié au déplacement avec les véhicules, qui est très présent dans un certain nombre d'activités de service. Voilà. D'accord. Et est-ce que, de votre expérience, même si effectivement il y a des risques que l'on peut identifier d'un côté ou de l'autre, il y a des choses... Alors, on parlait de l'interaction avec le public qui est quand même très spécifique. Est-ce que vous, de fait de votre expérience, vous voyez d'autres types de risques un peu différents comme ça, qui émergent dans les entreprises plutôt dédiées aux services, où votre expérience vous permet de dire que non, les grilles d'analyse que l'on a depuis maintenant suffisamment longtemps fonctionnent vraiment de la même manière selon que l'on est en entreprise de service ou en entreprise plus industrielle, parce que même l'industrie se tertiarise un petit peu. Donc je crois qu'en fait, on le disait, les fondamentaux restent les mêmes, y compris les fondamentaux méthodologiques. D'accord. Il faut toujours questionner le travail. Ce questionnement, on doit essayer de l'appréhender de la manière la plus globale possible, une approche un peu systémique. Hein. On doit également le faire de la manière la plus participative possible. Hein. Jean-Paul Leroux l'évoquait, hein, aller questionner le travail avec ceux qui le font, le travail, et pas uniquement ceux qui le conçoivent. Enfin, voilà, donc les fondamentaux méthodologiques également restent les mêmes. Après, voilà, on va travailler sur des risques un peu différents, des activités différentes et des déterminants différents. Mais globalement, les méthodes, pour moi, restent à peu près les mêmes. D'accord, tout à fait. Je crois que la question est plutôt en fait en amont une question de sensibilisation, je dirais, par rapport à ces enjeux effectivement dans ces secteurs-là où le risque est moins visible, donc on est moins sensible justement sur ces questions-là. Et en fait, quand comme le disait Patrick tout à l'heure, regarder concrètement le travail permet de mettre en évidence des situations, des facteurs qui peuvent conduire effectivement à des atteintes à la santé. Alors, effectivement, pour rebondir sur cette moins grande visibilité, force est de constater, nous qui envoyons certains de nos apprenants en entreprise pour faire de l'analyse santé et sécurité au travail, qui sont très à l'aise pour détecter des risques ou pour identifier des choses dès lors qu'ils sont en entreprise industrielle, parce qu'ils vont faire de l'analyse de poste, ils sont à l'aise avec ça. Quand ils sont dans des entreprises qui sont plus autour, par exemple, du développement informatique, des entreprises de services, ils ont plutôt tendance à nous affirmer que, non, mais nous, on n'a pas de problème de santé et sécurité au travail. Et du coup, vous, dans vos métiers respectifs, et ce sera une de mes dernières questions, comment vous arrivez à sensibiliser justement à ces dimensions de risque qui sont a priori moins facilement perceptibles? Si vous avez quelques éléments, parce que... Voilà. C'est vrai que c'est potentiellement plus complexe, hein, effectivement, mais d'où l'intérêt de sensibiliser les acteurs, d'aller chercher éventuellement des bases de données sur les risques présents dans certaines activités pour sensibiliser les acteurs, à faire en sorte qu'on essaye d'aller chercher profondément les choses. Il faut les questionner le travail. Alors effectivement, ce questionnement, il peut être plus complexe et un peu plus fin dans certaines activités où les risques sont moins évidents, moins émergents. Donc il faut aller questionner les acteurs. Et les acteurs ne vous parlent pas forcément en termes de risque. Ils ne s'expriment pas en disant j'ai une activité à risque. Ils vous disent comment ils exécutent leur travail. Et tout l'intérêt de ce dialogue, c'est de mettre en évidence effectivement des facteurs de risque dans cet échange. Mais sinon, globalement, encore une fois, il faut aller chercher quels sont les facteurs de risque dans les activités de travail, quelles que soient ces activités. Donc bien comprendre le travail qu'on observe. Tout à fait. Je pense que surtout, c'est qu'il faut vraiment développer auprès de nos apprenants cette culture-là d'aller interviewer les salariés avec qui ils travaillent sur leur travail. La première question qui est « parlez-moi de votre travail » est indispensable et relativement peu faite. On aborde le travail par un aspect technique, dans un rapport notamment hiérarchique, manager, et rarement sur mais qu'est-ce qui se passe en fait dans ce travail-là. Et c'est vraiment installer ce dialogue-là sur les zones de confort et les zones d'inconfort dans le travail qui fait que on va avoir de plus en plus de remontées d'informations et d'analyse de situations à risque. Merci.
Pour rebondir sur ce que disait Odile, c'est vrai que l'expérience que j'ai moi en tant que membre du CHSCT, quand on va poser la question sur le terrain à des collègues, à des agents, est-ce que vous avez des problèmes? Ils vous répondent non. Ils vous répondent non, non, tout va bien. Et en fait, il faut aller jusqu'à discuter du travail. C'est quoi ton travail au quotidien, les relations effectivement avec la hiérarchie, avec les autres services. Et c'est là où on peut commencer à mettre en évidence finalement des difficultés de fonctionnement, d'échange, d'animation, et mettre en évidence finalement des situations préoccupantes qui peuvent l'être en tout cas. Et là, on reboucle en fait sur l'importance aussi que ce soit porté collectivement, parce que finalement, toutes ces démarches-là prennent énormément de temps. Il faut que ce temps soit disponible, que les gens soient en capacité de se comprendre, d'échanger, pour pouvoir faire ce travail d'analyse concertée. Dans le MOOC, vous avez déjà entendu le fait que la sécurité et la santé au travail, c'est l'affaire de tous. C'est bien ce dont il s'agit ici, c'est que chacun apporte sa compréhension et que vous devez être capable, derrière vous, on l'espère, d'analyser ce travail. Alors pour terminer, j'aimerais juste vous laisser à chacun quelques mots pour nous dire finalement qu'est-ce que vous aimeriez que les apprenants qui sont aujourd'hui avec nous retiennent soit de ce petit échange, soit globalement d'une petite formation en termes de santé et sécurité au travail. Finalement, ce serait quoi un exercice réussi pour vous? Je crois qu'il faut qu'ils comprennent qu'ils ont, en tant que manager, en tant qu'ingénieur, ils ont leur place, une place à trouver, et toutes trouver de notre point de vue en tout cas, dans la démarche de prévention des entreprises. Ça, c'est très important. C'est pas quelque chose, je veux dire, qu'on doit traiter en plus les problématiques de santé et sécurité au travail. C'est intégré dans le travail. Quand on mène un projet en tant qu'ingénieur, on le mène sur toutes ses facettes, y compris sur les questions d'impact sur la santé et la sécurité des acteurs. Donc voilà, j'ai ma place en tant que manager, en tant qu'ingénieur, j'ai ma place dans l'entreprise pour questionner le travail sur ces questions de santé et sécurité au travail. D'accord, merci. Oui, pour moi, c'est effectivement ça. C'est la santé et la sécurité, c'est une compétence professionnelle à part entière. On traite pas, on laisse pas la santé et la sécurité à des spécialistes. Non, c'est une compétence professionnelle à part entière. Pour exercer son travail, il faut le faire en sécurité. Ça fait partie des conditions d'exercice, donc complètement intégré. Ce qui serait en fait idéal, c'est effectivement que vous, apprenants, vous réalisiez à l'issue de ce MOOC que prendre en compte les questions de santé et sécurité au travail, ça permet d'être le plus performant possible en matière de métier, des missions de l'ingénieur ou du manager. On a parlé de prendre en considération le travail réel, intégrer en fait un certain nombre de déterminants pour faire les meilleurs choix possibles. Et c'est là où, effectivement, me semble-t-il, on a toutes les chances d'être le plus performant. Très bien. Eh bien, on espère avoir répondu à l'essentiel de vos grandes questions. Sachez bien sûr que les questions un peu plus précises, qui effectivement sont tout aussi pertinentes, mais qui seront traitées de manière quasiment directe dans les différents modules, vous obtiendrez bien sûr des réponses soit sur le forum directement, soit en allant poursuivre votre investigation des différents modules du MOOC. On espère que les réponses qui vous ont été apportées suscitent votre réflexion, voire vous encouragent dans la démarche. Et puis, on vous souhaite une très bonne continuation dans le MOOC, et on vous dit à très bientôt, puisque vous aurez l'occasion de recroiser certains de ces visages comme tuteurs, animateurs de certaines sessions du MOOC. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.